professionnelle et la valorisation des compétences sont absolument primordiaux. Ce sont des facteurs qui favorisent une meilleure intégration au marché de l'emploi. Tout de bon, je vous dis que je n'ai aucune compétence dans ces domaines-là, et c'est d'ailleurs pas cette raison pour laquelle on m'a demandé de venir ici. En fait, pour nous, au HCR, il est démontré, et c'est ce qu'on a recherché depuis 2 ans, que les personnes réfugiées contribuent au développement économique des communautés qui les accueillent. J'aimerais ça citer ici aujourd'hui Kim Thuy, que j'avais entendu lors d'une émission radiophonique et qui avait dit cette jolie phrase, mais qui est très lourde de sens. Les personnes réfugiées, c'est un bon pari pour les communautés qui les accueillent. Et lorsqu'on a fait la traduction d'un document qui disait Refugee Good for Canada, moi j'ai repris la phrase de Kim Thuy parce que je pensais que c'était exactement ce que ça peut représenter. Beaucoup d'entre nous sont convaincus, effectivement, que les réfugiés sont un bon parti. Au-delà, donc, des considérations internationales relatives au mandat du HCR, je me permets en passant, pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas, le HCR a le mandat de l'Assemblée générale des Nations unies de s'occuper de trouver des solutions durables pour les personnes qui fuient leur pays à cause de situations de guerre, de situations graves d'atteinte aux droits humains, etc. Ce sont donc des personnes qui sont forcées à l'exil. Donc, je ferme la parenthèse, mais nous avons quand même, nous tous, remarqué aussi que dans certaines sphères, et je dirais depuis quelque temps, les personnes réfugiées n'ont pas la cote, que ce soit ici ou ailleurs. Et nous sommes maintenant dans un contexte, vous pouvez vous en douter, de rétrécissement de l'espace humanitaire. Alors, on entend à travers ce rétrécissement-là un certain discours qui associe les personnes réfugiées, entre autres choses, à une source de fardeau économique. Or, ceci est faux. Et le HCR a voulu, durant les 20 dernières années, démontrer que notre conviction, à toutes, du bon pari, était exacte. Alors, on a fait une recherche, et je vous dis qu'on est allé chercher des sources, notamment au niveau des Statistiques Canada de 2016, du département de recherche également de l'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, IRCC, et aussi du Conseil canadien pour les réfugiés, qui avait commencé déjà ce travail de fond au niveau de l'apport économique, culturel, etc., des réfugiés, des personnes réfugiées dans leur communauté d'accueil. J'aimerais donc vous dire que les statistiques démontrent que dans le temps, avec le temps, les personnes réfugiées font d'importantes contributions à l'économie du pays ainsi qu'à leur communauté d'accueil. Les statistiques que je vais vous présenter ici, ce sont quelques extraits, parlent de toutes les personnes réfugiées confondues, que ce soit des gens qui sont venus comme demandeurs d'asile à nos frontières, ou déjà des personnes qui sont venues à travers différents programmes de réinstallation, comme les réfugiés pris en charge par l'État ou à travers le parrainage, et même aussi les personnes réfugiées qui arrivent comme étudiants dans nos universités et nos cégeps. Alors, donc, à titre d'exemple, après 20 ans au Canada, les personnes réfugiées rapportent davantage par l'impôt payé, sans compter toutes les autres taxes dont on ne tient pas compte, que ce qu'ils ont reçu en prestations et en services sociaux. Donc, ils redonnent. Les personnes réfugiées créent des emplois pour eux-mêmes, et pour elles-mêmes, et les autres Canadiens. 14,4% sont des entrepreneurs, contre 12% pour les Canadiens d'origine. Beaucoup de personnes réfugiées choisissent de s'établir dans les petites villes, dans les régions, et pas seulement dans les zones urbaines importantes. 2 personnes réfugiées sur 3 deviennent des propriétaires de maisons après 10 ans. Donc 65% contre à peu près 79% pour les Canadiens d'origine. Les personnes réfugiées déclarent avoir un sentiment d'appartenance, ça c'est intéressant, très fort au Canada, comparativement à la population d'origine. Et pour les niveaux de compétences, dont on va discuter aujourd'hui entre autres, pour les personnes réfugiées qui ont entre 25 ans et 54 ans, 21% sont dans les domaines de gestion et de formation professionnelle, 30% ont une formation collégiale
d'apprentis, 33% d'études secondaires et 16% des formations en cours d'emploi. Quand même, c'est quand même pour des gens qui, il faut le reconnaître, ont au départ des difficultés énormes, celles non seulement de s'adapter à une nouvelle culture, mais aussi l'apprentissage d'une des langues officielles, qui ont aussi, bien sûr, à essayer d'intégrer l'emploi. Parfois, c'est pas facile, notamment à cause de la non-reconnaissance des compétences à l'occasion. Et aussi parce que dans leur parcours, ils ont pu avoir, à un moment donné, à faire face à des traumas qui rendent le reste difficile. Aussi, je vais parler maintenant de la prochaine génération en terminant sur ces différents faits qu'on a pu colliger à partir des sources que je vous ai dites tout à l'heure. Les enfants de personnes réfugiées ont le plus haut taux de réussite au secondaire, collège et universitaire que les enfants d'origine du Canada. Au Québec, et ça, les statistiques que je vous donne, évidemment, c'est pas canadien, ça inclut également le Québec. Au Québec, le HCR a récemment, et c'est la première fois depuis son existence, le HCR étant au Canada depuis les années 75, qu'on a pris la décision d'aller devant l'Assemblée nationale, notamment à travers la Commission des relations des citoyens avec l'État, et pour pouvoir présenter un mémoire. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, le taux et le niveau de réfugiés à être accueillis au Québec a baissé. Ce qui, effectivement, pour l'HCR est une très mauvaise nouvelle, pour aussi les organismes qui les accueillent également, considérant toute l'expertise qui a été développée depuis plusieurs années et considérant également les capacités. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les organismes d'accueil qui le disent. Le Québec a, vous le savez, une longue tradition de solidarité et ces pratiques exemplaires ont été développées depuis des décennies à cause du réseau d'abord d'intervenants et de la société civile en collaboration avec le MIFI et d'autres organismes publics. La politique de régionalisation aussi, quoi qu'on en pense, favorise davantage la répartition des réfugiés en dehors des grands centres urbains, contribue au maintien du tissu social, de la vitalité des régions, et je pense qu'au moment où on se parle, c'est d'actualité. Le Canada s'est engagé, il faut peut-être vous en informer, à promouvoir l'accès aux réfugiés au programme d'immigration économique, basé sur la reconnaissance du potentiel économique des réfugiés en raison de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles vers la mobilité économique. C'est ce qu'on appelle au HCR, dans notre jargon, les voies complémentaires. Il faut comprendre qu'au niveau de la recherche de solutions, c'est de plus en plus difficile. De moins en moins de possibilités de retourner dans le pays d'origine. On appelle ça le rapatriement. Pourquoi? Parce que les conflits se multiplient et perdurent. Le deuxième, c'est de s'intégrer dans le premier pays d'accueil. Le Canada en est un modèle absolument exemplaire, mais ça reste que dans plusieurs pays, cette protection reste temporaire. Donc, la question de la réinstallation est toujours importante pour nous, mais vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis. On est passé de 100 000 à 13 000 places, ce qui est une catastrophe. Donc, pour l'HCR, il est très important que le Canada maintienne le cap. Le Canada, en fait, est devenu le premier en termes d'importance pour les chiffres, et les chiffres ne sont pas non plus si élevés. Et bien sûr, le Québec. Donc, ces recherches de voies complémentaires ne doivent pas être faites au détriment d'autres solutions plus traditionnelles qui touchent les plus vulnérables, je tiens à le dire. À cet effet, il y a une conférence mondiale pour ceux qui s'y intéressent qui aura lieu le 17 et 18 décembre prochain, qui vont aborder spécifiquement cette question et auxquelles ont été conviées différentes instances. C'est à suivre. Parfois, on a toujours l'impression, je ne sais pas si c'est personnel, qu'on est dans le champ du cygne, quelque part, pour la recherche de solutions pour les réfugiés ou les personnes réfugiées. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Et je pense que, malgré tout, ces conférences-là peuvent mener à des propositions bien concrètes, de la même façon que c'est ce que je suis sûre qui va arriver aujourd'hui à la fin de la journée.
Le HCR a besoin d'alliés à ce niveau. On ne peut rien faire de toute façon notre plaidoyer par rapport à tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure dans notre mémoire, le plaidoyer est nul si on n'a pas des gens avec qui on peut travailler, sur qui on peut compter. Lorsque j'ai regardé les mémoires des différents organismes qui avaient fait leur présentation devant l'Assemblée nationale du Québec, j'ai pu trouver parmi toutes ces personnes qui ont présenté leur mémoire 16 alliés potentiels. Dans les chambres de commerce, dans les syndicats, dans les organisations internationales de Montréal International, Québec International, qui parlaient des personnes réfugiées et de leur contribution à la Ville de Québec. C'est quand même pas peu dire. Et c'est une anecdote, mais reste que tous allaient dans le sens de mentionner l'importance de l'immigration humanitaire et de la contribution des réfugiés à la société d'accueil. Alors, la plaidoirie, je le répète, est nulle, celle du HCR, si elle ne s'entoure pas de partenaires comme Erasme, Interaction, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes. Enfin, je l'ai après 15 ans, ça semble bien. Et les autres centres de recherche qui permettent de s'asseoir sur des arguments scientifiques, mais aussi, et peut-être d'abord, les personnes réfugiées elles-mêmes, qui, par leur vécu, peuvent nous dire et peuvent aussi apporter leurs propres solutions innovantes, comme disait Marie-Claire tout à l'heure. Il faut le monde du travail, les syndicats, les chambres de commerce et le public qui a droit, un droit à l'information exacte. Bref, on a du travail à faire, mais tous ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Denise, de nous avoir rappelé que les réfugiés, ils ont vécu des choses difficiles, mais ils ont du potentiel énorme et que tous ensemble, nous pouvons contribuer qu'ils se déploient dans leur nouvelle société.